Les élections états-uniennes, c'est pour bientôt, hein. Les premiers résultats vont être connus en France hexagonale pour mercredi matin. Donc en attendant ces résultats, on va parler aujourd'hui de l'influence déterminante qu'a la guerre en Palestine sur cette élection. On parlera ensuite des manifs contre la vie chère aux Antilles qui a eu lieu à Paris, et on va vous parler aussi d'un drôle de forum. C'est parti pour votre actu réfractaire du jour. La guerre et les massacres en Palestine ont beaucoup de conséquences et parmi elles, celle de devenir peut-être le tournant de l'élection états-unienne. Alors pour rappel, les élections là-bas, c'est un peu bizarre. C'est pas un vote direct comme en France où il suffit d'additionner le nombre de voix des électeurs. Là-bas aux États-Unis, c'est indirect, hein. Les citoyens votent d'abord dans leur État et le camp qui remporte l'État gagne un nombre donné de grands électeurs, donc soit démocrates, soit républicains, et c'est les grands électeurs qui vont ensuite voter soit pour Trump, soit pour Kamala Harris. Ici, certains États sont acquis à tel ou tel camp, tu as certains États qui sont très serrés. Quelques milliers de voix peuvent suffire pour gagner un État, donc gagner les grands électeurs et faire basculer l'élection. Et ces États très serrés qui peuvent tout faire basculer, c'est ce qu'on appelle les États pivots. Voilà, ce qu'on le dit en français ici. Et tu as 7 États qui pourraient basculer d'un côté comme de l'autre et qui sont donc décisifs pour nos deux candidats. Et parmi ces États pivots, tu en as deux auxquels on va s'intéresser. L'État du Michigan, qui a la particularité d'avoir de nombreux électeurs d'origine arabe, et la Pennsylvanie, qui a, elle, de nombreux électeurs de religion juive. Et la conquête de ces deux États pivots résume très bien l'importance qu'a pris le massacre en Palestine dans la campagne. Par exemple, la candidate démocrate porte en elle l'héritage du crime contre l'humanité en Israël et doit donc essayer de ménager le chèvre et le chou. Et donc au Michigan, elle va dire ceci. What has happened in Gaza over the past 9 months is devastating. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering, and I will not be silent. Donc ça, c'est pour les électeurs d'origine arabe du Michigan, et donc là, tu vas avoir le discours en Pennsylvanie, donc face à des électeurs qui ont plus une religion juive. I will always stand up for Israel's right to defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself, because the people of Israel must never again face the horror that a terrorist organization called Hamas caused on October 7. Et donc là, on se retrouve avec un double discours qui a été largement dénoncé, et en premier lieu par la télé états-unienne CNN. Et évidemment, les républicains de Trump, ils en profitent. Eux, ils balancent le discours pro-palestinien démocrate en Pennsylvanie, et ils balancent le discours pro-israélien démocrate dans le Michigan. Donc il y a un double discours dans le double discours. Et toutes ces pubs ciblées sont en partie financées par Elon Musk, qui est un soutien de Trump. De nombreuses pubs jouent d'ailleurs sur le fait que le mari de Harris serait juif, ce qui est un moyen rapide et raciste de mobiliser contre Harris. Ce qui est très pratique parce qu'en réalité, les deux candidats défendent les mêmes industriels et les mêmes logiques impérialistes qui poussent à la guerre. Donc vu que tu as le clivage de la guerre qui s'impose, eh ben ils essayent de contourner le problème en disant que c'est plutôt la religion ou plutôt les origines qui sont problématiques. La complicité de crimes de guerre de l'administration états-unienne en Palestine peut donc changer le cours de l'élection. Notamment auprès d'un électorat fort parmi les démocrates, c'est les jeunes. Beaucoup refusent de voter pour Harris après s'être mobilisés en manifestation récemment contre la guerre en Palestine. Sauf que tu en as d'autres qui ont rejoint la candidate démocrate, notamment avec l'instrumentalisation de l'écologie. À voir si maintenant la mobilisation va être au rendez-vous, ce sera un facteur déterminant pour cette élection. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a très peu d'enthousiasme pour la campagne de Harris, malgré les tentatives de la rendre cool. De son côté, comme on l'avait expliqué dans une vidéo du Canard, Trump joue sur le côté anti-guerre. Et ça semblerait fonctionner puisqu'il arrive à attirer un électorat musulman qui est plus d'habitude tourné vers les républicains. Et si on sait tout ça, c'est parce qu'aux États-Unis, tu as le droit de faire des sondages sur telle ou telle religion ou telle couleur de peau, ce qui est totalement illégal en France. Ce qui est un gros coup de communication puisque dans les faits, la politique de Trump entre 2017 et 2021, lorsqu'il était président, a mené à un isolement de la question palestinienne et qui a préparé donc la guerre de 2023. Avec les accords d'Abraham, son soutien à Netanyahou, la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël, ou encore l'encouragement à l'annexion de 130 colonies en Cisjordanie en les reconnaissant comme légales. Mais malgré ce passé, c'est bien la guerre menée depuis un an par Harris en faveur des industriels que de nombreux électeurs vont sanctionner mardi dans les urnes. Mais est-ce que ça va être suffisant pour renverser la tendance? Parce que pour le moment, c'est bien Harris qui est donnée gagnante par les sondages, mais c'est encore incertain.
Pour rappel, les résultats seront donc connus mercredi matin en France hexagonale. Allez, on va aller maintenant à Paris où il y a eu une manifestation contre la vie chère qui a été menée par les collectifs martiniquais. Et c'est pas n'importe quelle manif puisque les dirigeants du mouvement en Martinique étaient là, les dirigeants de ce qu'on appelle le RPRAC, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. Alors on a fait beaucoup de vidéos sur Actu Réfractaire à ce sujet et là récemment on a sorti 2 grosses vidéos sur Canard Réfractaire si tu veux tout comprendre de cette affaire. En gros c'est un collectif hors syndicat qui organise des blocages et des manifestations depuis cet été contre la vie chère. En octobre, tu as eu un accord qui a été signé entre les industriels, l'État et les grandes surfaces pour faire baisser les prix de 20%, enfin certains prix de certains produits, sans aucune assurance. C'est pour ça que le RPRAC n'a pas signé et a poussé à continuer les mobilisations. Et donc hier, ce grand mouvement qui prend de l'ampleur depuis septembre est venu jusqu'à Paris. Du coup, on a vu des rues remplies sur plusieurs centaines de mètres et c'était super impressionnant de voir autant de monde. Déby allait aller sur place pour discuter avec les manifestants. Et elle s'est rendu compte que beaucoup de manifestants sont venus grâce à des assos de quartier. Ces assos, ça peut être des radios locales ou des assos de solidarité par exemple. Et là, on voit concrètement comment ce tissu associatif est précieux quand il faut rassembler et défendre une cause. Et c'était aussi très festif, hein. Il y avait par exemple des jeunes qui faisaient tournoyer et claquer des fouets en tissu. C'est une pratique du carnaval martiniquais et d'ailleurs les organisateurs de ce carnaval à Paris étaient présents. On a aussi vu le mouvement Kanak qui était là pour donner de la force au peuple martiniquais. Par contre, on n'a pas vu d'organisation politique ni syndicale à part des militants de tendance décoloniale. Au final, les organisateurs ont annoncé plein d'événements locaux. Nous, on se dit de plus en plus que ce qui s'est passé en Martinique, ça peut nous inspirer pour de futures luttes locales ou nationales, en posant notamment des grosses dates comme le font les syndicats. De notre côté, on a filmé toute la manif et on vous présentera une vidéo avec des interviews sur la chaîne Le Canard Réfractaire. Allez, pour finir, on va vous parler de l'industrie de guerre qui se porte mieux que jamais. Et on vous dit ça parce qu'on a vu cette industrie très florissante dans le gros salon qui s'appelle Euronaval qui est concentré sur la défense navale. Bon, évidemment, on se dit que ça vous fait pas rêver, mais ce qui est sûr, c'est que les industriels de guerre, les ingénieurs de guerre, eux, ils adorent ça. Et oui, toute la semaine, ils vont pouvoir regarder les nouvelles armes et voir sur lesquelles ils peuvent mettre la main pour les produire en masse à grande échelle. Par exemple, le journal Le Monde nous dit que les experts vont juger les canons électromagnétiques antimissiles hyper véloces. Et ça, c'est développé par l'Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis. Alors, on a cherché et il s'avère que c'est un centre de recherche public qui est financé par l'État français et l'État allemand. Alors, on savait déjà que c'est l'État principalement qui finance l'industrie de guerre, mais là, on sait maintenant que c'est aussi l'État, donc nos impôts, qui finance la recherche et le développement de cette industrie. Alors, est-ce que ça, c'est une bonne façon d'utiliser l'argent public? Tu peux nous dire ça en commentaire. Et on termine là-dessus cette actu réfractaire. On se retrouve demain pour les dernières analyses avant l'élection états-unienne. C'était Nico et monteur décolonial à l'écriture et encore une fois monteur décolonial au montage. On se dit à demain, des bisous.